bonjour tout le monde! Bonjour, Salut. bonjour Francis. Bonjour Laurence. Aujourd'hui, on a l'invité Dr. Hugues Lacoste, médecin vétérinaire spécialiste en oncologie. Bonjour Ouais. Hugues. Ben, salut, ça fait content de vous revoir. Oui, on s'est déjà croisés quelque part, je pense. Oui, hein, Ton ça me visage dit m'est quoi? familier, on va se Exact. tutoyer. Ouais, pour ceux qui ne font pas le lien, ben, Laurence Santerre, technicienne en santé animale spécialisée en oncologie, ben, a travaillé avec Hugues Lacoste pendant plusieurs années. Je Ouais, pense que c'est près de 12 ans si exact, si 12 j'ai ans. calculé comme il faut. Quand même, quand même. Fait que aujourd'hui, on voulait parler d'oncologie, de cancer chez les animaux, mais surtout de la qualité de vie, de comment est-ce qu'on voit ça, comment on perçoit ça quand on est dans le département d'oncologie, parce que ça doit être quand même particulier. Puis, Laurence disait que, Hugues, toi, tu as une vision quand même vraiment très intéressante de ça, de la qualité de vie. Fait que on va aller sur ce sujet-là, mais Mhm. pour commencer, parle-nous de toi. Ouais. De Donc moi. oui, explique-nous là, depuis quand tu es vétérinaire, comment ça s'est fait, puis OK. pourquoi, tout. Ben, j'ai un parcours peut-être différent des autres vétérinaires parce que souvent on demande ça comme question aux étudiants puis ils vont dire ben, c'est parce que j'aime les animaux, puis je veux les soigner. Moi, c'était parce que j'aimais l'entrepreneurship, puis parce que j'aimais les gens, puis j'aimais le service client, mais j'aimais aussi la science. Donc, pour moi, l'oncologie, évidemment, c'est la culmination vers ça, mais j'ai commencé, je viens de la campagne, donc je viens de la porte de l'Estrie, là, l'Ange Gardien, à côté de Green Bay, Farnham. Donc, j'ai été élevé là, pas sur une ferme, mais par contre, la famille Lacoste avait plusieurs entreprises. Mon père, lui, c'était le comptable. Fait que c'est pour ça que moi, je n'étais pas nécessairement sur la ferme, mais les oncles avaient quand même chacun leur truc, là. On avait des poules pondeuses, des dindons, des porcs, du bœuf de boucherie, l'engraissement et les veaux. Il y avait une meunerie. Donc, ça partait de mon grand-père jadis. Donc, famille d'entrepreneurs agricoles. Puis du côté de ma mère, c'était les vaches laitières, des grandes cultures. Donc, Wow. jamais eu vraiment d'animal de compagnie quand j'étais jeune. Tu sais, j'ai eu un chat pendant un petit persan qu'on a eu quand ma sœur était plus petite. Moi, j'étais un peu plus vieux. Puis on s'est vraiment attachés. Mais c'est le seul animal vraiment qu'on a eu, à part personnellement, tu sais, des petits animaux, des petits chatons qu'on trouvait dehors, mais ils restaient dehors, là, tu sais, Ouais, des c'est chiens ça. errants que je nourrissais, des La petite hamsters. culture ferme, en fait, tu sais. C'est Ouais, ouais. ça. C'était plus l'aspect. J'avais des lapins, des poules, mais c'était vraiment plus contexte, plus basse-cour aussi. C'était dans les années 80, 90. Tu sais, je pense pas qu'on avait encore fait le virage de lien humain-animal aussi près. Tu sais, un chien, c'était rare que ça allait dans la maison, puis surtout Ouais, pas tu sais, avec de ma membres de mère, la là. famille, là. Ouais, non, Ouais, non, ouais. là-bas, les chats, c'était de la vermine, mais c'était pratique, ça mangeait des souris, puis les Ça mangeait chiens, la plus ben, petite vermine. C'est c'est ça. ça, puis des chiens, ça mange, ça amène des maladies, puis écoute, fait que ça finissait plus. Mais c'est correct, j'ai une super belle enfance malgré tout, puis les poules, pour ça, mon animal préféré, c'est la vache, puis mon oiseau préféré, c'est la poule. Donc, Oh. ah Moi, je ouais. tiens à Fait dire que- que tu es quand même un gars de chat, là. Je veux juste oui, c'est vrai, ben oui. affirmer ça, mettons, que tu voudrais faire croire que tu es un gars de chien, tu as été chien, tu magnifique, mais Non. moi, je t'ai catégorisé dans. Oh, oui, totalement. J'ai un chat encore aujourd'hui, j'ai plus de chien. Mais c'est ça. Fait que c'est un peu ça. Fait que là, j'étais au secondaire, on a eu du fun. Tu sais. Pour moi, les études, c'était pour avoir un autosport éventuellement. Je n'étais pas un carriériste. Là, tu sais. Je voulais juste avoir une bonne paye. Fait que là, Ouf. éventuellement, T'as qu'est-ce que manqué j'ai? ta shot? J'ai pas encore eu le char que je veux, mais ça arrivera pas. Là, tu sais, tu deviens réaliste avec le temps. Mais éventuellement, c'est ça, j'ai évolué là-dedans, puis je concentrais plus sur mes chums. Là, soudainement, au secondaire, à Green Bay, tous mes chums ont lâché l'école. Eux autres, ils allaient travailler comme camionneurs, agriculteurs. Il y a tous des business. Moi, j'étais comme tabarouette, je suis ça qui se posait d'aller à l'école, tu sais, pour un job. Fait que j'ai pas aimé ça. J'ai haï le cégep complètement, puis mes notes étaient nulles. Fait que j'ai fait sciences de la nature. J'avais des bons amis, mais je détestais. Fait que là, je me suis remis en question. Qu'est-ce que je fais dans la vie, tu sais? Mes parents, ils me poussaient un peu pour aller à l'école. Pas nécessairement, ils me poussaient pas pour faire quoi que ce soit, mais ils savaient que j'avais du potentiel. Mais en même temps, moi, je voyais pas où.
Fait que ça a tombé qu'un soir que je ne voulais pas étudier, j'ai vu un livre d'immunologie à la bibliothèque. C'est con, là, l'immunologie, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Fait que j'ai feuilleté le livre. C'était un Time Life Magazine qui ont fait un manuel illustré du système immunitaire, globules blancs, anticorps. Puis ils ont fait ça sous forme de bande dessinée, là, comme si c'était un Marvel sur le Ouais, système genre une immunitaire. aventure, là. Vraiment, là, tu sais, puis tu voyais l'évolution, comment que les... Puis c'était assez poussé, là. Faudrait que je le retrouve, ce Christy de livre-là. Genre, il était une fois Oui. les hommes, là. Genre, là, mais la vraiment. vie, là. Non, mais t'as raison, c'était un livre de nerd vraiment bien fait, puis pour monsieur tout le monde, mais c'était poussé. Puis là, dans le temps, moi, là, j'ai 46 ans, là, fait que 45, je vais avoir 46, mais il n'y avait pas d'Internet. Fait que là, pour savoir c'est quoi que ça voulait dire les choses, il fallait un dictionnaire. Fait que là, j'ai pris le dictionnaire, puis j'ai vu, c'est la science de système immunitaire. Je disais, bon, c'est une job, parce que moi, je me cherchais encore une job. Fait que là, j'ai trouvé sur notre vieil ordinateur de choix de carrière, j'ai tapé immunologie, puis il y a une affaire qui est sortie, c'est McGill, l'Université McGill à Montréal, qui avait un programme interdépartemental d'immunologie. OK. Là, je dis, Christy, je peux travailler là-dedans. Fait que les vaccins, puis moi, vaccin, ça voulait dire poule, poulet, dindon, agricole. Fait que là, je pouvais mixer la science que j'aimais beaucoup, tu sais, chimie, bio, mathématiques, j'aimais beaucoup, puis chez le reste, là, physique, philo, tout ça. Fait que j'ai dit, je vais aller en immunologie. Sauf que là, mes notes n'étaient pas très bonnes. J'ai appliqué, mais je suis rentré. Fait que là, je suis mon Dieu, je rentre à McGill, mais je ne parle pas anglais, tu sais. Fait que là, c'est vrai, hein? je parle pas anglais. Là, il t'envoie quand même, c'était bien fait. Dans le temps, tu recevais ça par la poste, un gros package. Bienvenue dans la famille McGill. Puis si vous voulez des cours d'anglais, voici qu'est-ce que vous pouvez faire. Fait que là, mes parents étaient bien contents. J'avais trouvé de quoi. Ils m'ont payé un cours d'anglais intensif l'été. J'ai OK. passé l'été à Montréal. Fait que le petit gars de la campagne débarque à Montréal, pas d'auto, en appart, en résidence l'été, mais après ça, en appartement. OK. Puis là, la vie s'est développée devant moi. Là, j'ai vraiment eu des bonnes notes. Je me suis fait des contacts. Puis là, j'ai tout le temps pensé à faire un domaine médical, soit en recherche ou côté médecine. Pas médecine humaine. Oui, tout le monde y pense, mais tu sais, mes oncles voulaient que je sois dentiste parce qu'ils disaient un dentiste, c'est un vrai businessman, puis ça fait de l'argent. Puis moi, j'étais comme un vétérinaire, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire, vétérinaire, avec tes bottes, là. Puis, tu sais, c'était comme, il était comme, j'ai dit, ah, c'est pas grave, j'aimerais ça être vétérinaire parce que je vais garder le côté agricole, puis je vais avoir les portes ouvertes pour faire ce que je veux, tu sais, que ce soit la recherche, l'enseignement, la business, comme employé dans une compagnie comme Shergain ou F-Menor ou peu importe, là, tu sais, dans l'entreprise agricole. Fait que là, j'ai appliqué, j'ai dit, rien à perdre. Puis j'ai appliqué en agronomie aussi à l'autre campus de McGill. Puis j'ai été accepté aux deux. Mais médecine, il fallait que j'aille faire une entrevue vétérinaire. Puis c'est ça. Ça a super bien été l'entrevue. Probablement qu'ils voyaient en moi un prospect les grands animaux. Ils étaient super contents. Ils disaient yes, enfin de la relève. D'un poulet, tu sais, il n'y a personne qui s'en va dans la plume. Même les cochons, on a peut-être des chances. Puis là, je commence à mettre vête. Puis là, plus que ça avance, plus que je me dis, ben, coudonc. Ça a l'air le fun. Les petits animaux, je ne connais pas ça. Tu sais, j'étais une fois chez le vet, mon chaton avait de la teigne. Tu sais. Mais je ne savais même pas que ça faisait un OK, fait que tu vet. savais même pas, mon Je Dieu. ne savais même OK. pas que ça C'est faisait un vraiment vet d'un ironique. petit, tu sais, parce que moi, j'étais plus dans l'agricole. Ben Puis ouais. mes contacts vets, c'était un des Luc Lucier, qui était à Saint-Césaire, qui m'a emmené faire du ambulatoire. J'ai trippé bien raide. J'avais Dr Dubé, qui était un corporate pour Shergain, je pense, au Canada Packers. Fait que là, je savais la médecine de population, puis j'aimais beaucoup les chiffres, puis les statistiques de la population. C'est ça. Fait que c'est ça. Puis là, plus que ça avance, j'ai dit, hey, mon oncle avait une ferme avec mon père de bovins de boucherie. Je disais, à la limite, les bovins de boucherie aussi, ça pourrait être pas pire. Puis, rendu en 3e année, dans mon temps, c'était 4 ans. Je savais faire un stage aux États-Unis, à Cornell. Puis là, j'ai choisi oncologie parce qu'on n'avait pas à la faculté. Ça n'existait pas, l'oncologie au Québec. Là. C'était pathologie, là. C'était des nécropsies. Une fois qu'il est mort, on s'en occupe. Qui est on est mort, capable on de check dire le pourquoi. cancer, c'est ça. Puis on faisait quand même en médecine interne. Puis j'ai aimé mes rotations en 4e année en médecine interne. Dans le temps, Manon Lécuyer, elle faisait de la chimio, puis Lisa Carioto. Tu sais, je veux dire, c'était le fun. J'avais quand même des bons modèles aussi qui en faisaient.
Mais là, je ne savais pas. Encore une fois, je découvre qu'il y a une job qui s'appelle oncologue. Fait que là, je suis comme, ben, tabarouette, puis ça ressemble beaucoup l'immunologie puis l'oncologie. Puis tu peux faire de la recherche. Mais là, j'étais déchiré entre, je m'en vais en médecine de population avec le côté business, le côté statistique, le côté uniformité, où je m'en vais des petits animaux, qui est beaucoup plus le côté service client, le côté développement de la médecine. Il n'y a pas de limite dans les petits animaux. Là, le client fixe la limite. La limite, on n'a pas le choix d'évoluer parce que la demande évolue. Ce n'est pas nous autres qui créons le marché. Là, le marché, il se développe un peu partout. Les moyens évoluent aussi. Les moyens évoluent. La technologie qu'on a maintenant pour les traiter n'est plus la même qu'avant. Exact. Fait que le comparatif aussi avec l'humain. Fait que, tu sais, j'ai dit, écoute, encore une fois, tu sais, tu peux pas tout le temps y arriver du premier coup. Fait que j'ai dit, je vais commencer par un internat dans les petits animaux pour vraiment être meilleur en gestion des cas de la clientèle. Puis j'ai fait un internat aux États-Unis à Tampa, en Floride. Puis qu'est-ce qui était le fun, c'est que dans mon internat, c'était une clinique, un centre de référence qui ressemblait un peu au DMV dans le temps, assez petit, assez convivial, où est-ce que les deux patrons étaient très proches des internes. Fait que on pouvait développer une complicité avec eux. Puis ces deux patrons-là, ben, c'est Neil et Daryl Shaw qui ont formé Blue Pearl aux États-Unis. Fait que ça a donné que j'ai passé quand même un mois en business pendant mon internat. J'ai fait un mois de rotation en management avec Daryl Shaw. Puis l'autre, c'est le visionnaire, c'est son frère de Neil. Puis Neil, c'est un buddy, on faisait du vélo ensemble. Fait que tu sais, tu crées des contacts, tu crées des liens. Puis ils m'ont vraiment inculqué l'aspect service client avec le vétérinaire référent. Donc, j'aimais beaucoup ça, la complémentarité des services de référence avec les vétérinaires primaires, ceux qui sont la première ligne, puis qui sont, dans le fond, meilleurs que moi, là, quand tu penses à ça, parce que les autres font un peu de tout, puis ils n'ont pas le choix d'être bons dans plusieurs trucs, plusieurs espèces. Moi, c'est assez restreint là, dans mon expertise. Fait que c'est ça. Fait que là-bas aussi, je suis allé parce que, c'est la Floride, puis je vais aller en Floride. Puis je pensais rester aux États-Unis puis habiter en Floride, mais j'étais un char sport. Puis finalement, ça a fait que les plans ne marchent pas de même. Mon oncle, qui était en business avec mon père, il est décédé. Puis là, il y avait quand même une belle entreprise, là, des bovins de boucherie. Fait que mon père, il a dit, écoute, t'es vétérinaire, t'as tant voulu faire de la business, t'attends-tu venir, puis on va être partner, puis avec ta soeur, puis on va aller chercher un gérant, puis je dis, que je reviens, puis en même temps, j'ai Dr. Dejaham, la PDG du centre DMV, dans le temps, était au recrutement comme directrice de service professionnel, elle m'a appelé en même temps, elle disait, hey, ça te tente de travailler au DMV? Puis ça avait donné que j'avais travaillé comme aide technicien en 2000 avec Béatrice Briol, qui est encore dans l'équipe depuis 93. C'est fou. Fait que le monde est ici. Michel Gosselin, qui était aussi un modèle là, quand j'étais en Medvet, qui est venu parler un peu du DMV, puis l'entrepreneuriat. Fait que tu sais, ce côté-là m'a tout le temps. Fait que là, c'était parfait parce que je pouvais compléter les deux besoins que j'avais, l'agricole, la campagne et pousser la médecine en oncologie, puis au Québec en plus. Puis là, c'est là que j'ai rencontré Laurence. Ça a été la première tech d'onco que j'ai eue. Puis pendant 12 ans, puis on a développé le service ensemble. On a développé la radiothérapie depuis 2010. Écoute, ça a explosé. Je me souviens, les premières journées, Laurence a checké qu'est-ce qu'on avait à faire, puis on avait une prise de sang à faire, puis là, c'est ça, on avait comme une chose sur le tableau, puis après ça, à la fin du tableau, il y avait à peu près 15 cas, 18 cas. Le top, c'est quoi, 22 cas? À deux? À deux, c'est une vingtaine. Mais tu sais, juste dire, avant, au DMV, il y avait des fois Louis-Philippe Delormier qui passait comme une fois par mois. 3 semaines, oui. Ouais, une fois par 3 semaines pour faire des traitements de chimio. Écoute, ça se fait aux 3 semaines la plupart du temps. Donc, il venait en avion, je pense, d'Illinois. Puis des fois, je remplaçais avec lui. Puis, tu sais, ça a quand même une certaine limite quand tu es juste là une fois par mois. Ça ne développe pas une habitude, ça ne développe pas... Moi, j'ai vu vraiment, avec l'arrivée de Hugues, un changement même jusqu'à... je ne vais pas dire la mentalité des chirurgiens, mais tu sais, un chirurgien, c'était si ça ne s'opère pas, too bad, so sad. Ouais. Avec Hugues, il y a eu le ça ne s'opère pas, nous on le traite, maintenant ça s'opère. Puis c'était comme une nouveauté dans leurs yeux quand même à cette époque-là, pour dire, mon Dieu, c'était une masse inopérable. On lui a donné comme 2 rounds de chimio, c'est rendu tout petit. Cool. Maintenant, tu peux l'enlever. Fait que, tu sais, je pense que ça l'a fait quand même
partout au Québec, là, nécessairement, là, vu que c'était nouveau, là, mais ça a bien grandi. Hey, c'est fascinant, super intéressant de. C'est pour ça, c'était en 2006 que je suis revenu. Donc, le gap que j'ai oublié de parler, c'était ma résidence. Justement, en oncologie. Donc, entre le 2003 en Floride, c'était 1 an en Floride, et ma graduation en 2006, quand j'ai commencé au DMV, j'étais en résidence justement avec Dr. Delorimier, Dr. Fan, Sarah Charney, fait que, en Illinois. Puis c'est comme ça que là, j'ai vraiment poussé. J'ai fait ma maîtrise sur l'ostéosarcome des chiens. Puis avec le côté poussé de la science, là, maintenant, on le fait au Québec, puis on est rendu quoi, 8 oncologues dans le coin, là, tu sais, je dis, si j'inclus, il faudrait que j'y compte, mais on est plusieurs. Il y en a une nouvelle déjà. Ouais. Mais... Docteur Sarah Bernard, je pense. Oui, parce que moi, au début, je niaisais, je disais, j'ai travaillé avec tous les oncologues au Québec, puis maintenant. Non. Puis maintenant, c'est absolument plus vrai. C'est vrai. Mais fait que c'est ça. Puis, fait que après ça, l'évolution après ça, écoute, ça fait longtemps, en 2006. Fait que à partir de 2010, j'ai commencé à m'impliquer un petit peu plus dans la business du DMV avec la radiothérapie, m'impliquer un peu plus dans la gestion avec les internes. Par la suite, ça a continué avec coordonnateur service professionnel. J'étais plus dans les projets spéciaux avec les spécialistes. Après ça, plus dans la direction avec les spécialistes, puis les vêtements d'urgence. Maintenant, on est vraiment, il y a Audrey Amoroso et moi qui s'occupons de toutes les vêtements, puis les gestionnaires des techs, fait qu'ils appellent ça service professionnel. Fait que c'est tout ce qui est tech, vet, interne, enseignement. Donc, c'est pour ça ça a évolué beaucoup. Puis j'avais un projet spécial d'aller à Ottawa quand on a ouvert le centre. Donc, j'étais allé m'exiler pendant 3 ans et demi. Là, au départ, plus pour côté monter une équipe de gestion puis monter la business d'Ottawa. Mais après ça, plus comme clinicien pendant jusqu'à tout récemment, là, en septembre, qu'il y a un nouvel oncologue, Charles Boisclair, qui était notre interne ici au DMV, qui a pris ma place. Donc, lui, il travaille 4 jours. Fait qu'un peu comme disait Laurence, j'étais là quand même à toutes les semaines à Ottawa pendant 3 ans et demi. Fait qu'on a développé une clientèle, puis ça allait bien. Mais c'est ça. Mais là, ça va encore plus se développer. Wow. Moi, je sais, puis tout le monde le sait, je pense, entre nous trois, là, mais quand on parle de cancer, puis j'aimerais ça qu'on en parle quand même, parce que c'est quoi de plus magnifique que botter le derrière du cancer? Mais c'est encore un préjugé que les gens ont de traiter l'animal pour le cancer de leur animal, mais ça sent moins pire. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vois? C'est sûr. C'est moins pire. Comme je disais, le lien affectif est de plus en plus grand. Fait qu'il y a beaucoup de... Tu sais, on se l'est tout le temps dit. Même nous autres, on a vu l'évolution. Comme je te dis, même moi, j'ai vu l'évolution chez moi. Là, parce que c'est facile de juger ou de dire, ah ben là, check ça, la personne qui dépense de l'argent, son chien, il y en a juste pour 6 mois. Puis d'un autre côté, quand ça arrive à ces personnes-là, puis que c'est leur chien, ils ne peuvent pas réaliser comment ils vont aussi avoir le même sentiment de devoir, membre de la famille. Puis qu'est-ce qui est un frein? Le plus souvent, à 95 %, ce n'est pas les coûts, c'est vraiment la qualité de vie parce qu'ils veulent se dire, côté éthique, je ne veux pas le voir souffrir. C'est clair que nous autres non plus, on ne veut pas le faire souffrir. Le but, il est différent qu'en médecine humaine parce que là, c'est sûr qu'en théorie, nos traitements, à moins qu'il y ait une chirurgie qui est possible, puis avec une chirurgie avec succès, c'est beaucoup de palliatifs. Palliatifs, on s'entend, ce n'est pas les soins palliatifs comme en médecine humaine, que c'est en fin de vie, mais là, on parle de palliatifs parce qu'on vise donner une qualité de vie. L'animal ne mange pas, il va se mettre à manger. L'animal a de la misère à uriner pour un problème tumeur urinaire, là, il se met à uriner, il est plus incontinent. Puis tant et aussi longtemps que les traitements fonctionnent, il ne sera pas euthanasié à cause d'une perte de qualité de vie. Fait qu'on prend le problème à l'envers, on dit si l'animal souffre, n'a pas de fun ou de qualité de vie. Moi, la qualité de vie, j'appelle ça aussi du fun. Tu sais, si ça se voit que ton chien n'a plus de fun là, ou ton chat, puis il ne fait plus les choses qu'il aimait faire. Donc, à un moment donné, il ne faut pas qu'on le laisse en vie, qu'il souffre pour nous, parce qu'il va falloir prendre la décision éventuellement. Mais est-ce qu'on peut, pour le client, faire son deuil, puis se faire l'idée, puis des fois avoir des petites victoires, que ce soit des objectifs, de passer les fêtes, le retour de quelqu'un de vacances, la graduation de sa fille, l'été au chalet. Je veux dire, chaque personne a un timeline qui se met dans leur tête d'objectifs, qui est réaliste. Nous, on est là pour les guider côté pronostic, pour leur donner
une objectivité aussi à ça, d'être optimiste mais réaliste. Ouais. Puis après ça, tu as l'aspect qualité de vie, ben, c'est toujours de dire quand il n'y aura plus de qualité de vie à cause de son cancer, on n'aura pas le choix de l'euthanasier. Fait que si on lui scrape sa qualité de vie avec nos traitements, ben on va l'euthanasier anyway. Ouais. Fait que c'est n'importe quoi. Fait que des Généralement, fois. il allait mieux. Tu sais, moi, c'est ce que Ouais. je pense que c'est comme magique quand je dis ça aux gens. Comme souvent, il arrive, mettons un lymphome, là, puis on en parlera peut-être plus tard, mais il arrive, ils sont piteux. Là, Ouais. tu donnes le magic shot. Puis, Caroline, tu sais, 24-48 heures après, ils sont comme, sont revenus, la qualité de vie comme peut changer drastiquement vers Sauf la qu'on n'a plus le hausse. magic shot. Là, Je sais. on n'a plus de Désolée. magic shot. Je suis vraiment contente de L'asparaginase, ça. c'était vraiment l'outil de destruction massive des lymphomes qui avait quasiment aucun effet secondaire, sauf des réactions très rares. Mais ça, l'animal était littéralement en train de mourir, puis 24 heures après, il s'en allait chez lui. Fait que ça, j'espère que ça va revenir. Mais quand même, c'est pas rare qu'on entend encore des lymphomes que si on parle, mettons, d'un lymphome qui est le cancer des lymphatiques, des lymphocytes, qui est le plus commun, bien, souvent la présentation moyenne, c'est un animal qui file plus ou moins, qui a comme vieilli, son appétit est encore là, mais il y a de quoi de pas correct. Il n'est pas nécessairement malade la plupart du temps. Il est fatigué. Il a vieilli. Souvent, c'est ça qu'il disait. On trouvait qu'il avait vieilli dernièrement. Puis là, une fois que tu as commencé les traitements, puis que les nœuds lymphatiques rapetissent, puis sa charge tumorale diminue, là, soudainement, il pète le feu, puis là, ils viennent même te dire que si tu lui as donné, un boost, ça doit être la cortisone, tu lui as donné un stéroïde, là, il est rendu Schwarzenegger, mais tu sais, ça n'a pas rapport. C'est juste qu'on a contrôlé sa maladie, tu sais, on l'a mis en rémission, donc là, qu'est-ce que tu as? C'est le chien qui aurait dû être s'il n'avait pas développé le cancer. Tu n'as plus le cancer qui mange son énergie par-dessus. C'est ça. Fait que ça, c'est super le fun. C'est sûr qu'après ça, il faut que tu regères les attentes parce que c'est pas parce qu'il a répondu puis qu'il est en rémission qu'il est guéri. Ouais. Donc, si on peut aller chercher encore là, on leur dit environ 1 an qu'on vise pour les lymphomes, dépendamment du type. Dans d'autres cas, mais pour revenir à ta question, c'était est-ce que l'aspect, il y a encore des gens qui ont des freins. Le frein principal, c'est vraiment la chimio, les effets secondaires. On a moins, ça, il existe encore. Mais avec le temps, puis avec l'évolution de la médecine vétérinaire en première ligne aussi, parce que plus qu'on a eu d'oncologie depuis 15 ans, plus qu'il y a eu des vétérinaires qui ont eu des cas qui ont référé, plus qu'eux-mêmes font de la formation continue, plus qu'ils sont capables d'expliquer à leurs clients les attentes. Puis ils nous contactent, ils vont nous texter, ils vont nous envoyer des courants, on donne des conférences, oui, mais aussi on les accompagne au jour le jour dans leur cas. Donc, on leur dit un peu quoi dire aux clients, c'est quoi les attentes. Donc, parce que ça fait un peu partie de votre job en tant que spécialiste, de former un peu les généralistes à travers les années. C'est cool. Ben oui, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus. Il y en a qui vont faire des suivis de tests sanguins, il y en a qui vont faire les tests préalables, que ce soit des tests diagnostiques, des radiographies. Mais c'est justement l'exemple typique où est-ce que je suis vraiment redevenu un clinicien, mais peut-être par en arrière, dans le sens que je retrouvais qu'est-ce qu'on avait pu dans la région de Montréal depuis longtemps, c'était vraiment d'accompagner les VETREF à référer en onco, mais aussi à s'en occuper beaucoup, surtout avec la COVID. On était vraiment occupés. Puis moi, j'étais juste une journée semaine. Fait que, tu sais, quand tu as vu tes 15-16 cas, ça commence à être des bonnes journées. Puis aussi, je ne suis pas apte à faire des suivis au C3. Fait que je communiquais beaucoup avec les vets. Puis je leur ai montré beaucoup comment faire des tests préalables, fait des radiographies, fait des cytologies, parce que c'était plus facile. Des fois, ils sont tellement débordés, ils disaient, on te l'envoie, on ne sait pas si c'est un cancer, mais d'un autre côté aussi, il faut qu'on... Fait qu'on se communiquait beaucoup, ça a bien été, mais... Fait que le frein, c'était ça. Chimio, l'impression de faire souffrir son animal, ça, c'est assez facile à démanteler là, une fois qu'on leur parle. Puis les vets, quand ils leur reparlent aussi, c'est sûr qu'il y a des effets secondaires qui sont possibles. C'est sûr que ça se pourrait qu'ils soient malades. C'est sûr que ça dépend de l'animal puis de la chimio que tu utilises, puis surtout de la dose. T'en as qui sont plus agressifs que d'autres. Tu as des animaux plus sensibles que d'autres, mais globalement, c'est rare qu'on les rend... C'est rare qu'ils souffrent. S'ils sont malades une fois, ça ne veut pas dire qu'ils vont être tout le temps. On va baisser la dose, on va ajuster. On va donner des médicaments pour pas qu'il y ait la diarrhée ou des choses comme ça. Mais je pense que c'est tellement émotif parce que les gens, on connaît tous quelqu'un qui a eu le cancer puis qui a eu un moment de merde, littéralement, pas chimio, puis avec des effets secondaires qui perdurent, puis de l'anémie, puis nanana.
Puis quand on leur parle que chez les chiens, les chats, ben les effets secondaires, c'est quand même relativement léger, transitoire, gérable. Prends 2 petites pilules, tu vas voir, il n'y aura même pas de problème là, pour la majorité des cas. Et ça les surprend quand même. Ouais. Et moi, j'allais dire, ce que je trouve, là, c'est que on va parler au Québec, là, même que les vétérinaires généralistes, je sens de plus en plus que le cancer est rendu une maladie chronique dégénérative, quand avant, comme toutes les autres, là, comme diabète rénal et tout, mais qu'avant, c'était votre chien a le cancer, c'est dommage, il va mourir. Mais vous pourriez faire des traitements, mais c'était un peu sans but. Mais là, maintenant, j'ai l'impression que c'est plus comme il y a le cancer. La meilleure chose à faire, là, c'est d'aller voir l'oncologue. Oui, clairement. Ça va bien. Des fois on tombe aussi dans l'autre côté, l'extrême, c'est que malheureusement, il y a des cas que il n'y a rien qu'on peut faire, puis on a beau essayer, on n'est pas là pour... dans le fond, on est payé pour trouver des solutions, mais en même temps, des fois, la solution, ça peut être l'euthanasie, fait qu'on ne va pas se gêner. Puis je te dirais, dernièrement, ça a été plus dur d'avoir des clients, qui... les clients, soit pour des raisons personnelles ou sont très attachés. Puis oui, on dirait on a eu des vagues plus récentes dans les dernières années sur la COVID, c'est d'autres situations personnelles, sur la société, mais c'était même plus difficile justement d'avoir la recommandation d'euthanasie. Eux autres, encore, là, ils disent, mais t'es sûr, là, tu leur dis, il n'y a plus rien à faire, malheureusement, tu parles au vet, le vet, il comprend lui aussi, puis là, le client, il cherche encore une solution, puis écoute, c'est bien en certains, parce que des fois, ça nous pousse à chercher des solutions, mais des fois, c'est vraiment de gérer les attentes du client, puis malheureusement, c'est peut-être un petit peu plus, c'est l'inverse, on dirait que c'est un peu plus difficile de gérer les attentes. Ils veulent beaucoup. Mais tu sais, je trouve qu'avant, on disait comme, oh mon Dieu, je ne veux pas faire de l'acharnement thérapeutique. T'es comme, ben, moi, je ferais un autre travail dans ma vie pour vrai que faire de l'acharnement thérapeutique. Si l'animal n'en bénéficie pas, moi, je suis I'm out. Moi, j'aime ça, ce message-là, parce que c'est vrai, les gens, puis que ce soit en pratique générale, peu importe le domaine, les gens disent, je ne veux pas faire de l'acharnement thérapeutique sur mon animal, je ne veux pas qu'on s'acharne. Ben, ça serait de passer le message, inquiétez-vous pas, nous non plus, on ne veut pas faire ça. Ça ne nous tente absolument pas de le faire. Puis, je veux dire, les vétérinaires, les professionnels de la santé sont les mieux placés pour savoir elle est où l'acharnement thérapeutique, puis de faire confiance aux vétérinaires qui ne va pas justement en proposer de l'acharnement. Oui, puis même les plus jeunes vétérinaires, des fois, ou ceux qui sont pris des fois avec des clients insistants, ça va aussi, c'est difficile pour eux parce que le client dit, ben moi, je veux que tu fasses la chirurgie quand même. Puis là, nous, on leur dit, ça ne vaut pas la peine d'aller en chirurgie parce que voici les risques. Puis en plus, c'est mieux de ne pas opérer ce chien-là. Même un chirurgien spécialiste, il ne toucherait pas. Là. Mais juste le fait de ne pas être capable, puis tu as un client qui insiste, ben des fois, il y a des vets qui se font avoir puis qui vont y aller. Tu sais. Ils vont dire, ben le client, il voulait tout prix que j'essaye, mais c'est aussi notre rôle de dire non, c'est pas dans l'intérêt de l'animal. Puis, fait que des fois, il faut faire attention, il y a l'intérêt du client, puis comme je l'ai dit dès le départ, moi, le client et l'animal sont partie intégrante, puis le vet référent, ça a tout le temps été mes trois créneaux, là, c'est le vet référent, le client, l'animal, pas en ordre, là, ils sont tous égales. Mais mon expertise, c'est envers l'animal, ma communication, c'est envers le client, puis l'éducation avec le vet-ref, puis quand tout le monde est bien servi, ben après ça, tout le monde est content, puis les attentes sont réglées, mais c'est difficile des fois avec quand il y a des clients que les attentes sont difficiles à gérer. Fait que puis je peux comprendre la réalité des vétérinaires que c'est encore, de première ligne, c'est encore pire parce qu'ils n'ont peut-être pas toute l'expérience ou les outils les arguments pour y aller. Puis c'est pour ça qu'ils nous contactent. Puis c'est pour ça que des fois, on les voit, ces cas-là, puis on leur dit, envoyez-nous là, puis nous, on va leur parler. Et puis ça va arriver même entre collègues, des fois, qu'une situation, l'émotion a fait qu'avec un certain collègue, une certaine collègue, ça n'a pas cliqué. Puis là, ils vont voir un autre collègue qui dit, ah, même, qu'est-ce que d'affaires? Puis là, ça clique. Fait qu'il y a ça aussi, fait que c'est le fun d'être plusieurs parce que ça va arriver que on va tous dire la même chose de façon différente ou on va peut-être trouver des solutions différentes, puis tant mieux, si le client cherche des opinions professionnelles, là, pas des opinions insensées, mais en tout cas, fait que c'est un peu là que... Fait que l'histoire de qualité de vie, mon speech, c'est tout le temps ça, c'est qu'on euthanasie les animaux, malheureusement, parce qu'ils n'ont plus de qualité de vie, fait que
en aucun cas, tu as un chirurgien qui va faire une chirurgie qui va nuire, qui va impacter l'animal. En aucun cas. Nous autres, on va être plus sur la ligne. C'est vrai qu'on va accepter un niveau de risque plus élevé qu'une chirurgie orthopédique. C'est sûr que nous autres, notre risque est calculé, c'est-à-dire que oui, on va en avoir 5 1 sur 20 qui va être malade au point où c'est qu'il va venir à l'urgence, va peut-être avoir besoin d'hospitalisation, de fluidique, mais ou IV. Fait que c'est comme un 5 dans le fond, c'est peut-être une 5 par année, là, mais puis on ne peut pas prédire, c'est pas parce que ces 5-là, on était plus agressifs, c'est juste, c'est la nature, tu sais. C'est ça, c'est lui qui a réagi de même, c'est ça. Moi, il y a quelque chose que tu avais déjà dit dans le temps, Hugues, puis que tu avais dit la qualité de vie, ça se calcule à l'extérieur de l'hôpital. C'est clair, oui. Fait que, tu sais, j'aimerais ça que tu nous définisses, c'est quoi, toi, la qualité de vie? Qu'est-ce que tu penses que c'est pas? Tu vas mesurer quoi? Ouais, tu mesures, ben moi, qu'est-ce que je dis? C'est sûr qu'à l'hôpital, ils sont tout le temps mieux que quand ils sont chez eux. Puis c'est fou comment que les clients connaissent leurs animaux. C'est soit la connexion, soit parce qu'ils sont tout le temps avec. Puis il y a une routine chez un animal. Là, c'est la routine, puis tu le vois, il y a une routine chez les bébés là, aussi. Ah oui, c'est ça. Fait que tu vois quand il y a de quoi. Puis c'est difficile à expliquer ça pour un propriétaire de venir à la clinique et qui sait que son animal, il n'est pas correct. Puis je me souviens d'un client, une fois, il était venu, it's not right, il n'est pas correct, mon chien trouve le cancer. Puis j'ai tabarouette, notre ami que tu connais, Laurence. Fait que là, on faisait tous les tests, puis son tabarouette de chien, on ne trouvait rien. On fait test de sang, radio de thorax, échographie, puis il n'y avait rien. J'ai dit, écoutez, je ne sais pas, c'est peut-être comportemental, y a-tu quoi? Non, je le connais. Une semaine après, il est rentré à l'urgence, il y avait une masse sarrate qui saignait. Puis on avait dit, tabarouette, comment qu'on aurait pu le savoir? On a tout fait, puis on ne pouvait pas le prédire. Mais lui, il l'avait senti, puis il avait raison. Fait que c'est un peu pareil dans la qualité de vie. C'est que ton chien, mettons une liste de choses qu'il fait depuis que tu l'as. Là, je passe après qu'il soit adolescent. Là. Puis mettons, une fois qu'il est adulte et, comment qu'on pourrait dire, stable dans sa vie normale. Oui. Fait que tu sais que ton chien, il aime ça, il jappe quand quelqu'un arrive, ou il jappe pas, ou il prend sa balle. Moi, j'en avais une, ma vieille Kylie, elle pognait une petite feuille ou un soulier, puis là, elle se branlait derrière. Tu sais, le jour qu'elle arrête de faire ça, pas normal. Fait qu'elle le fait à chaque fois que je rentre la porte. Puis quand ils prennent une marche, il y en a un qui marche plus vite, l'autre ne marche pas, il y en a un qui sniffe partout, l'autre il trotte. Il y en a un qui traîne la patte, l'autre il fait 25 allers-retours. Elle mange son bol de telle façon, l'autre elle le regarde manger avant de manger. Fait que tu sais, tu le vois, puis là, dès qu'il y a de quoi qui change, tu le remarques tout de suite. Mon propre chien, il a pogné un lymphome, puis je me promenais, puis comment je t'ai su, c'est que Christy marchait moins vite. Une journée. Là, il vient me voir, ça file pas. Il vient me voir, je peux appeler ganglion, tabarnane. C'est des gros nœuds lymphatiques. Il y avait de quoi, comme je l'avais vu. Fait que qualité de vie, c'est de faire la liste des fois, parce que souvent, la question nous est posée, à nous demander, c'est plus quand est-ce que c'est le temps d'euthanasie. Parce que c'est pas tant la qualité de vie. J'ai donné une chimio, il a mal réagi, il s'est mis à vomir 3-4 fois, il a remangé son vomi, il a eu de la diarrhée. Il a fallu que je me réveille dans la nuit, il a fait un accident à la maison. Oui, il n'y a personne qui veut vivre ça, mais en même temps, c'est temporaire. On va donner des anti-diarrhées, des anti-vomis, c'est comme s'il avait mangé des vidanges. C'est ça. Fait que je pense pas qu'on va se décourager si notre chien mangeait une marmotte ou des vidanges, puis là, il est malade pendant 2 jours, versus il y a un traitement de chimio. Fait que là, c'est tout le temps l'aspect, ben là, c'est moi qui l'ai induit à cause du traitement, puis là, moi, je l'ai fait souffrir, mais en même temps, tu vas peut-être y donner 1 an de plus. Fait qu'il faut relativiser. Mais la qualité de vie pour l'euthanasie, c'est quand tu sais que tu as fait pas mal tout, qu'est-ce qui est acceptable de faire, dans le sens qu'il y a chaque traitement que tu vas faire, plus de risques que d'effets bénéfiques. Donc, tu arrêtes de traiter. Là, tu vas dire, surveille ça. Là, ils vont te dire, quand est-ce que je sais que c'est quand? Ben, si tu dis au client, quand il n'y aura plus de qualité de vie, lui, il ne sait pas. Il sait, mais il ne sait pas, il va avoir des éléments. Faut que tu donnes des points de repère là, concrets, genre quand il arrête de manger, genre, dis-toi le même. C'est ça, puis on a vu tellement que, soit dit au début, il va avoir un appétit plus difficile. Là, il va se mettre à manger du poulet, tu vas être content. On va donner 6 mois d'appétit, il ne mangera plus quand même, mais il va se mettre à manger du bœuf haché, tu vas être content. 2 jours après, il n'aimera plus le bœuf haché. Fait qu'il va avoir du taponnage un peu côté appétit. Puis le jour qu'il ne mange plus pantoute, ben là, tu sais que c'est assez inquiétant. Il y a d'autres choses, ça va être des problèmes urinaires, ça va être, ben là, tu vois, il est encore, il se retient, mais tu sais, le jour qu'il fait juste penser à uriner, puis à chaque fois qu'il te regarde, il a envie de pipi, puis là, t'as beau le sortir, t'as beau y mettre une couche, on dirait que son mind, puis c'est con à dire, mais
tu le vois dans ses yeux, là, tu le vois dans les yeux du chien. Peut-être moins les chats, mais les chiens, tu le vois dans leurs yeux. Quand ça ne va pas, là, tu le vois. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu le vois. Les petits sourcils là, affaissés, là, on voit le blanc des yeux qui font juste lever les yeux au lieu de bouger la tête. Ou juste qu'il y a de quoi qui ne connecte plus. Là. Il y a de quoi que tu vois, c'est comme ils ont de l'air quasiment, pas en détresse, parce que c'est un grand mot, mais ils ont de l'air. Si on faisait l'anthropomorphie, on dirait. C'est comme s'ils se demandent qu'est-ce qui se passe parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont de même. Fait qu'ils te regardent, puis ils ne filent pas, puis ils ne savent pas pourquoi ils filent. Fait que tu fais la liste des choses que ton chien aime faire. Il aime ça se pitcher à la balle. Puis des fois, la liste, c'est pas grande. Hein? Un chien de 15 ans, il aime ça quand je le flatte. Il aime ça aller sur son divan, puis il aime ça faire sa petite marche. Là, s'il ne fait plus sa petite marche, puis quand tu n'as pas le flatter, il ne réagit pas trop. Ça commence à baisser. Fait que c'est personnel. Puis l'autre phrase aussi, c'est plus à dire, on ne sera jamais prêt. Fait que des fois, c'est bien mieux d'y penser, puis de commencer à y penser, puis de commencer à se faire aussi des petits objectifs court terme, de dire, je me donne, souvent, on va leur mettre leur limite, on va dire, on va essayer ça, une dernière affaire, puis si par mardi, il n'y a pas eu ça, commencer à y penser parce qu'il va juste se mettre, il ne s'améliorera pas, là. Fait que les clients, ça chemine, mais... Il y a quelque chose que... Des fois, les gens, ils pensent pas, mais nous, dans le milieu médical, on le sait, puis on veut pas que les gens vivent ça. C'est que l'animal, il meurt à la maison. Souvent, ils disent, il va peut-être mourir dans son sommeil. Ils n'ont pas juste attendre, puis il va partir. J'aimerais t'entendre là-dessus. Ben, moi, je leur dis tout le temps, ça se pourrait, puis je vous le souhaite, mais la norme, c'est plus l'exception que la norme. Tu sais, c'est que qu'est-ce que tu veux pas? C'est un peu comme je disais tantôt, le sentiment de détresse, dépendamment de la condition. Ben, si c'est un problème respiratoire, puis ton chat respire la bouche ouverte avant de s'endormir puis mourir à la maison, je ne pense pas que c'est très humain. Là. Puis aussi, de dire aux clients, vous ne voulez pas attendre que ça soit dramatique non plus. Là. À un moment donné, c'est très rassurant de les voir, même si c'est triste, là, puis même s'il y en a, ça va prendre 2 ans à leur remettre, c'est plus rassurant de les voir partir. C'est plus facile de faire leur deuil quand ils ont vu qu'ils s'en vont avant d'être rendus là. Puis souvent, tu as des clients qui l'ont vécu avant, qui ont laissé ça un peu plus tard, puis je ne juge pas. Là. Tout le monde, comme je vous dis, quand ça va vous arriver, vous n'allez même pas savoir c'est où est votre limite. Mais une fois que vous l'avez vécu, là, tout le monde va dire la prochaine fois, je ne vais pas aller si loin. Puis même des fois, ils vont compenser, puis leur deuxième chien a un cancer, puis tout de suite, ils vont dire je ne veux pas traiter, je vais l'euthanasier, puis je ne suis pas capable de subir ça. Tu dis wow, on se calme, il y a comme une limite. Mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est que de laisser mourir à la maison, tu veux pas le faire, tu veux pas que ça... Comment je pourrais dire? C'est un risque. C'est pas ton objectif. C'est un risque, puis c'est un blessing, parce que tu n'auras pas à prendre la décision de l'euthanasie, mais c'est ça l'avantage. Tu ne peux pas attendre ça. C'est ça l'avantage. Mais tu ne peux pas attendre après ça. Tu ne peux pas dire j'attends, puis il va mourir à la maison. Tu es mieux de dire je suis prête, je prévois l'euthanasie à domicile ou en clinique ou chez mon vétérinaire, peu importe qu'est-ce qui est mieux. Puis j'aime mieux le mettre sur mon agenda, mais en même temps d'être prêt, puis peu importe, même si c'est difficile. Mais en même temps, si l'animal, il s'endort sur lui, il ne se réveille pas, c'est sûr que c'est bien coudonc. Tu sais, c'est un relief pour certains, parce qu'ils disent, j'ai pas eu à passer à travers ça, mais tu ne veux pas le laisser souffrir à la maison en attendant que ça arrive. Je pense qu'on a une conception différente. On pense que la mort, c'est beau, que c'est calme. Puis, tu sais, quand tu disais mourir dans son sommeil, moi, ça m'est arrivé vraiment fréquemment de dire il va mourir dans votre sommeil. Oui, c'est sûr. C'est pas tant dans le sien. Parce qu'on appelle ça peut-être plus un coma, ou des fois, ça se passe pas bien. Des fois, ça se passe sweet. Là, des fois, ça prend des heures que l'animal est en détresse respiratoire, puis comme son corps essaie de compenser, puis c'est terrible. Clairement, tu veux pas... C'est la pire affaire qui pourrait arriver, c'est de te rendre compte que l'animal est en détresse soit respiratoire parce qu'il y a de l'eau sur ses poumons, soit que, surtout ceux qui sont vraiment malades, puis c'est ça qui est plate parce que c'est rare qu'un animal qui est plate, c'est pas le bon terme, là, mais c'est plus facile de prendre une décision d'euthanasie quand ton animal vomit, mange pas, puis il a de l'air vraiment mal en point. Mais quand tu as un animal qui a un cancer qui est plus débilitant, sans être des vomissements, diarrhée, le client s'en rend moins compte. Fait un animal qui respire vite ou qui est cardiaque ou autre, des fois, il ne le voit pas tant, mais cet animal-là, il ne dort pas bien, il est debout, il dort en position sternale. Il n'y a aucune position confortable où il est capable de respirer comme il faut. Fait que des fois, peut-être qu'il le voit moins,
Mais c'est comme dur je dis, quand c'est subtil, puis que quand tu tu l'as tout arrives le temps. là, Tu quand sais, tu les arrives là, gens, c'est là, pas le fun. on leur dit, ah, votre chien a perdu du poids, puis ils le voient pas parce que tu le vois C'est tout tous le les temps jours, avec. c'est C'est ça. super difficile à objectiver. Mhm. Tu sais, puis moi, ce que j'aimais de l'onco, parce que j'en fais plus, c'est Mhm. souvent, il rentrait pas bien, parce qu'on voyait beaucoup de l'info. Fait qu'il rentrait pas bien, comme il était proche de la fin, puis Mhm. on les rendait mieux. Puis là, quand il recommençait à être pareil comme au début, Mhm. c'est comme, mais, tu vois, ça ressemble à l'autre fois, ça, tu sais. Ouais, Mhm. fait que là, il le Ça, voit. ça indique que c'est proche de la fin. Je trouve que c'est plus facile de faire son deuil dans ces maladies-là versus un problème de cœur. Où est-ce que tu reviens, ton chien, il est mort, tu sais. Ouais. Puis là, j'exagère, c'est pas tous les problèmes de cœur qui font ça, là, mais tu sais, je trouvais que la qualité de vie diminuait relativement comme en Puis on le phase. voit venir aussi. Ouais. Souvent, ils sortent de rémission. Là, ils te demandent, comme je disais, c'est les attendre une fois que tu as créé cette relation-là, puis tu as traité, puis qu'ils sentent qu'ils ont tout essayé. Encore là, selon leurs limites, hein, parce qu'on parlait dessous, là, il y a des plans A, B, C, D, E selon le truc. Puis des fois, j'ai des plans D qui fonctionnent bien, là, fait que, qui ne sont pas très onéreux, puis ils ont le sentiment qu'ils ont tout fait dans leurs moyens pour leur animal. Puis c'est plus facile à accepter aussi quand ils sortent de rémission, bien, ils ont eu le temps, de se faire à l'idée, de deux, de passer du temps parce qu'il n'y a rien de pire. Si je disais ça, des fois, je donne des coups à faculté, puis c'est un coup de pied d'en face. Là. Tu te pointes chez ton vétérinaire ou à l'urgence parce que ton animal a vomi 2 fois, puis là, ils font des tests, puis c'est un cancer de l'estomac. Tu sais, tu fais comme. Une solide Je veux dire, surprise. tu viens parce que tu penses qu'il y a un cas étranger, tu sors, puis c'est un cancer qui n'est pas, opérable, mettons. Fait que ça arrive souvent. Fait que là, imaginez le client, là, il a besoin de processer ça. Il a besoin. C'est pour ça que là, il y a de l'accompagnement là, les vêtements d'urgence, les praticiens généraux. Après ça, tu as nous autres. Mais tu sais, puis le but, c'est pas le vieux truc là, du perfectionniste de mettre les attentes très basses, puis après ça, de les dépasser. Comme dire, je vais pocher l'examen, mais finalement, j'ai une bonne note. Là. C'est pas ça, c'est de rester vraiment tempéré dans nos trucs. C'est sérieux, mais sans être dramatique, puis dire, il va mourir dans 3 mois, mais pas non plus essayer de cacher la réalité que c'est vraiment de quoi qui est sérieux puis qu'on doit l'adresser. Là. Fait que, il y a comme une balance là-dedans. Puis je pense que à force d'en faire, puis de dealer, puis de la communication, là, mais on a souvent vu ça. Je ne sais pas si tu te souviens, mon vet, au début, il nous référait un cas, il disait, je suis venu vous voir parce que mon vet, il a dit qu'il y avait un oncologue, mais il m'a dit de ne pas faire de chimio. Ou je suis venu vous voir parce qu'il y a un cancer des os, puis il m'a dit qu'il y en avait pour 3 semaines à vivre. Je disais, OK, là, tout est là. OK, tu veux. Avec l'expérience, c'est très bien, le vet n'a probablement pas dit ça. Il a sûrement dit des choses. La phrase devait être beaucoup plus longue, puis ça Oui, c'est ça. puis, pas à certaines places. C'est ça, il y a sûrement des manques, parce que même moi, des fois, quand je disais de quoi, des fois, il retenait le 2 ans, quand je n'avais jamais dit 2 ans, le pronostic. Mais c'est ça, fait que la communication, il faut qu'elle soit claire. Quitte à l'écrit, on écrit tout le temps un petit résumé, juste pour être sûr qu'ils ont les trucs devant leurs yeux. Puis, parce que je m'en allais avec ça, c'est que d'être fataliste, c'était pas bon. Puis, l'autre extrême, ça va bien aller, ça vaut la peine, oui. Tu sais, il n'y a rien là, puis ça va être, selon les études, c'est 2 ans, là, des fois, je suis attends, tu sais, il faut nuancer, là, il y aurait peut-être plus 1 an, ça dépend de la réponse, fait on parle beaucoup de pronostics, des probabilités, puis qu'est-ce qu'il faut dire aux clients, c'est que si j'avais 100 chiens comme lui, ben le numéro 50 ou la moyenne, la médiane serait autour de 6 mois. Mais j'en ai qui sont à 1 an, puis j'en ai qui sont à 1 semaine. Mais c'est plus rare. Mais tu sais, on va focusser sur la médiane. Ah, ben il peut aller 2 ans. Il y a peut-être 5 de chance d'aller à 2 ans. Mais c'est possible. C'est possible. S'il est chanceux, mais on va essayer de commencer par étapes. Fait que là, on va essayer de se rendre à 6 mois. Puis là, tu mets des petits milestones. On est rendu à 1 an. Fait que c'est possible qu'on se rende à 10 ans. Là, on a pas plus de chance. On a passé 1 an. On a plus de chance que si on n'avait pas passé 1 an, clairement. Mais tu sais, c'est... On passe quand même beaucoup de temps à parler aux clients pour dire, tu sais, quand ils accrochent là, pour le lymphome, comme il peut être guéri, puis t'es comme, soit accroche-toi pas là-dessus, monsieur, madame, parce que tu vas être déçu. Tu sais, profite de chaque journée de plus où est-ce qu'il y a une belle qualité de vie, puis tu vas être content de chaque journée. Mais si tu veux être tombé dans le 5 bonne chance, là. Tu t'arranges pas pour profiter pleinement, tu sais.
Ça m'amène à penser, tu sais, on ne se le cachera pas, les soins vétérinaires, c'est pas gratuit, ça coûte quand même cher. Puis là, c'est facile pour les gens de tomber dans, tu sais, le fameux, ils veulent juste notre argent, les vétérinaires, on le sait bien, hein, parce que je l'entends tous les jours, puis ça me désole à chaque fois, parce que, encore une fois, là, tu sais, avec toute la belle présentation de ton cheminement, tu vois bien que c'est pas ça ton but au final, là, ton rêve d'avoir un char. Non, pas du tout, Finalement, t'es non. ange gardien, t'as un pick-up, comme tout le monde ange Ah, gardien. c'est ça, là. exact. Bref. Un pick-up puis un vieux 4 roues. C'est Ouais. vrai de ça. Mais tu sais, on sait que les animaux, les chats, les chiens, ils n'ont pas une espérance de vie super longue comparativement à l'humain. Tu sais, on vit 80 ans, les chats, chiens, ça vit 15 ans, des fois moins pour les grands chiens, tu sais, plus autour de 10. Fait que comment t'aides les gens à réfléchir sur il est où le temps, c'est où que là les sous, ça, tu sais, chaque dollar que j'investis, ça va donner une journée, une heure de plus, blablabla. Comment tu accompagnes les gens au niveau financier? Honnêtement, ma vision des soins vétérinaires, c'est la même vision que de s'acheter un skidoo ou d'aller dans le sud ou de changer de char. Là. Pour moi, ça fait partie du dollar personnel selon tes valeurs, tes besoins, ton fun à toi, ton temps. Moi, quelqu'un qui va mettre 5 000 $ sur une chirurgie de genou parce que son chien il a besoin de prendre ses marches avec lui, puis que peu importe le temps, l'âge, c'est une excuse, peu importe comment tu veux le flipper, tu sais. Ah, il est jeune, s'il avait été plus vieux, tu sais, il ne se rendra pas à 10 ans, il y a 2 ans, il pogne un cancer. Fait que, tu sais, ceux qui veulent... L'âge est facile à revirer n'importe comment. Il y en a qui vont dire, il y a 12 ans, moi, mais t'as 12 ans. Il y en a d'autres qui vont dire, ça fait 12 ans que je suis avec, tu sais, j'ai pas gardé une blonde plus que 3 ans, puis là, ça fait 12 ans que j'étais avec mon chien. Puis là, l'autre va dire, ben il y a juste 2 ans, il ne se rendra jamais à 12 ans, fait que ça vaut pas la peine. L'autre va dire, ben il est jeune, il est encore en forme, je vais lui donner une chance parce que. Fait côté pronostic, le coût-bénéfice, mettons, parce que ça revient au coût, mais le bénéfice, c'est de passer du temps avec ton animal, peu importe. Fait que si le pronostic d'un cancer, c'est 6 mois, 1 an, 2 ans, peu importe, ben c'est le même pronostic qu'aide, encore là, je généralise, mais la majorité du temps, c'est le même pronostic à 5 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans. Fait que des fois, c'est encore plus gratifiant de traiter un cancer chez un chien de 12, 15 ans parce qu'il y a des bonnes chances qu'il décède de vieillesse et d'autres choses. Fait qu'il va avoir battu son cancer parce que l'Alzheimer va l'avoir ramassé. Mais tu sais, c'est le genre de concept. Fait que tout est relatif. Ça dépend de la perspective du client. Mais après ça, les sous que le client se vende qui a acheté une TV 4K à 4 000 $ ou qui se vende qui a mis une chirurgie de genou parce que son chien de 5 ans va pouvoir marcher normalement jusqu'à 12 ans. Wow. On va dire, tu es chanceux à celui qui a une TV 4K qui va péter dans 2 ans, puis l'autre, son genou, il n'est pas garanti, mais d'habitude, si c'est bien fait, ça va durer le restant de sa vie, right? Après ça, tu sais, en campagne, on a tout un skidoo, là, usagé, mais, ou même neuf. Là, je checkais d'entrée l'autre fois, ils sont tous neufs. Je disais, mon Dieu, tu sais, tu fais du skidoo 3 fois dans l'année, puis ça coûte quoi des skidoos? 15 000? Je veux dire, tout est relatif, là. Moi, je l'ai fait, tu sais, j'avais payé une MRI, une résonance magnétique sur mon chien, j'ai fait une chirurgie chez mon chien. Écoute, mes 2 chiens sont tombés malades en 4 ans d'espace. Ça m'a coûté, avec mes rabais, pas loin de 12 000 $. Là. Fait que là, j'étais comme sacrément. Mais je l'ai fait, puis je pense, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, je veux dire, si tu peux te le permettre. C'est ça, si tu peux te le permettre. Si tu peux te le permettre, on va trouver des options dans la limite de, mais ton chien ne va jamais souffrir. Non. Puis je me souviens, on donne l'exemple, il y avait une cliente une fois, c'était avec toi, Laurent? Oui, qui voulait vendre sa voiture. Il y en avait une, il y en a plein d'histoires, là, mais il y en a une, elle venait, elle était super, elle avait 2 jobs, elle avait la vaisselle, puis elle faisait des ménages, puis elle venait en autobus avec son petit chien qui avait un lymphome, puis Christy, écoute, tu sais, je pense que je n'ai même pas facturé la consulte, parce qu'elle venait juste, puis tu voyais que c'était son chien, c'était toute sa vie, puis là, je me tu sais, tu te sens mal, puis tu veux aider. On y a prescrit des pilules en pharmacie humaine, un peu de cortisone, un peu de... Puis j'aime pas ça, juste cortisone, prénisone pour le lymphome. J'aime ça essayer d'autres choses pour essayer de battre la moyenne. Puis on avait essayé des pilules, je sais pas si c'était Procytox ou le Kéran. Puis, écoute, son chien a fait 5 mois, tu sais, avec un budget, là, une prise de sang par mois chez son vet, puis elle était dévouée, elle venait en autobus, elle partait de Verdun. C'était fou, là. Wow. Puis à la fin, quand son chien était euthanasié, ben, elle nous a remercié, elle nous a fait dessiner une carte, tu sais.
Ça fait t'es dans la vingtaine. Tu sais, c'est la meilleure reconnaissance que tu peux pas avoir. Fait que c'est pas l'argent qui nous reconnaît. Ouais. L'argent est là pour qu'on paye nos infrastructures, nos employés, nos centres 24 Les heures, machines, les tout. machines, les taxes, tout ce qu'on a payé, mais en bout de ligne, c'est pour offrir des soins. Puis oui, il y en a qui en payent plus, puis il y en a qui en payent moins, mais c'est pas grave, on va les traiter égal. Là. Pour nous, on est là pour l'animal, pour le client, peu importe. Là. Mais c'est vraiment un calcul plus individuel, tu sais. C'est vraiment tout le temps adapté à la personne. Est-ce que tu as les sous ou est-ce que tu vas pas manger ce mois-ci si tu payes les traitements, que ce soit oncologique ou tout, là, tu sais. Je pense qu'il y a un calcul qui est fait sur qu'est-ce que ton animal, c'est quoi le pronostic, c'est quoi les traitements, tous les traitements qui sont possibles, puis versus c'est quoi les moyens, tes moyens en temps, tes moyens en argent, tes moyens émotifs, parce qu'on a vu des clientes qui rentraient avec leur chien puis qu'elles aussi avaient le cancer en ce moment. Peut-être que c'est too much. C'est tellement une vision, genre, dénuée de jugement. Puis le jugement provient souvent des autres personnes qui auraient des opinions différentes de ben moi, mon animal, c'est pas ça que j'aurais fait, j'aurais jamais fait ça. Puis tu fais comme ben, c'est ça, c'est toi, tu le vis comme ça, moi, je le vis différemment. Fin, tu sais, c'est fin de l'échange. Ben, c'est ça. Puis on dirait que c'est plus sensible que le cinéma parce que moi, je pourrais bien dire, gars d'entrail, moi, je ne m'achèterais jamais un skidoo de l'année, il n'y a pas de neige. Hey, le gars va dire, femme ta gueule. Tu sais, je veux dire, c'est comme, t'as pas rapport. Non, mais tu sais, mais l'autre, le voisin, mais on a eu beaucoup de clients qui nous disent ça. Écoute, j'en parle pas à personne dans ma famille, mais puis il y en a qui n'en parlent même pas à leur conjoint qu'ils ont fait des traitements. Fait que là, tu te dis, mon Dieu. Mais ce sentiment-là, il est de moins en moins là. Je pense que le voisin gonflable commence à exister aussi dans les soins d'animaux. Là, ça a commencé avec les races. Mon chien est plus beau que le tien, mais éventuellement, ça a été plus... ben moi, j'ai fait une TPLO. Ah ouais, ben moi aussi, c'était bilatéral. Tu sais, quelque chose que tu brags about. Mon Golden est plus malade que le tien. Des fois, j'écoute Paul Arcand le matin, puis où je me souviens plus, ou le soir, l'autre, il y a du monde qui appelle, ou les lignes ouvertes, des fois, je mets ça à la radio, j'écoute ça avant le hockey, puis là, ils me disent, t'entends le client, il dit, ben, moi, mon animal, c'est super important, on a mis 12 000 de remplacement de hanche dessus, puis il n'a pas honte, là, il est content de l'avoir fait parce que c'est... Fait que ça, on ne l'avait pas il y a 15 ans, là. Ça, on l'a maintenant. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ben, t'es fou, nanana, mais de moins, c'est rare, j'entends ça. Mais t'as encore le t'es fou, t'aurais pu aller en voyage. Genre, puis moi, je veux dire, t'es fou d'aller en voyage. C'est aussi quelque chose qui dure pas, tu sais. Ben oui. Il n'y a pas grand-chose qui dure. À part, ça, ton animal va durer, il va y avoir de quoi qui... Fait que c'est pour ça, pour revenir à ta question, tu dis, y a-tu, selon le pronostic, le temps, l'âge de l'animal, ben tout est relatif parce que c'est le meilleur exemple. Tu sais, tu peux dire, il y a 10 ans, il y en a juste pour 2 ans. Fait que pourquoi investir? Fait que la réponse, c'est toi qui as la réponse. Moi, je ne suis pas là pour juger. Tu fais qu'est-ce que toi, tu es à l'aise. Mais il ne va pas d'un bord ou de l'autre, la décision, elle vous appartient. Mais voici les faits, voici comment le faire. L'autre personne pourrait bien dire, ben, tu es allé une semaine au Mexique, tu as été malade, ça t'a coûté 4 000, pourquoi tu y retournes? Puis là, c'est pas de mes affaires qui y a, Christine Mexique. Tu sais, je veux dire, moi, je m'en fous. Mais tant que l'animal ne souffre pas là-dedans. Oui, ben c'est ça. Il n'y a rien de. Il n'y a pas d'acharnement. Il n'y a pas de vente déguisée. Ouais, souvent, les gens, tu sais, les ventes, souvent, les gens, ils disent ils me vendent un paquet de tests. C'est ça, là. Ouais, ben oui, ils me vendent un paquet de tests. Puis là, comment tu fais pour justifier que tel test est pertinent, lui, il l'est moins? Comment tu y vas par étapes? Ben ça appartient au vétérinaire aussi. Il faut qu'il soit. Ça, c'est plus un. Tech, vétérinaire, tech, l'équipe médicale, même la réception, il faut quand même qu'ils sachent comment l'aborder. Tu sais, tu peux pas. Faut que tu prennes le temps d'expliquer pourquoi tu fais des choses. C'est comme. Tu n'as pas la confiance absolue. Des fois, oui, là, surprenamment, tu as des clients qui disent fais tout ce que tu veux. Ouais, mais je vais faire un estimé. Non, on fait tout. Je vais faire quand même un estimé. Je vais expliquer quand même pourquoi. On vous explique quand même. Prenez 2 minutes. Au pire, je vais vous l'écrire. Mais honnêtement, si le vétérinaire explique, moi, j'aime l'approche étape par étape. Moi, j'aime l'approche justifiée parce qu'il n'y a rien qui presse. Là. Je veux dire, une fois que tu as le pied dans la place, regarde, on n'a pas besoin de tout faire aujourd'hui en dedans d'une heure. Là.
on peut y aller, commencer Une par... couple de jours. Puis ouais, tu leur c'est ça. donnes les options, puis j'aime beaucoup l'approche. Je fais un estimé pour donner le big picture où est-ce que tu t'en vas, mais tu mets une ligne. Je faisais ça dans le temps là, que j'ai imprimé Ouais. des estimés. Les premières étapes, c'était consultation, mettons, puis l'analyse prise de sang. Là, on arrêtait là, on était à 400. Là, dépendamment de qu'est-ce qu'on trouve, on peut y aller avec la radiographie, 350, l'échographie, un 500 plus. Puis ça, on rajoutait les choses. Puis des fois, je disais, celle-là, ce test-là, l'échographie est optionnelle dans son cas. Ça serait mieux parce que ça, mais si on a une place à couper, ça serait là. Mais gardez en tête qu'il y a une chirurgie à 3000 qui s'en vient. Ouais. Oui, parce que les tests, là, ça traite Parce pas. que les tests, ça ne traite pas. Fait que des fois, j'aime mieux couper dans les tests qui, en théorie, sont mieux quand c'est une question de pronostic, mais tu as des clients qui s'en foutent. Ils vont dire, moi, je m'en fous de savoir si c'est tel pronostic ou tel pronostic. Je vais le traiter anyway. Fait que veux-tu le traiter? Fait que là, tu dis, ben, qu'est-ce que ça me prend? Au minimum, c'est des prises de sang. Puis aussi, quand on fait un estimé, c'est important de leur dire, sur 4 mois, sur 6 semaines ou sur 6 mois, attendez-vous à un budget de 1500 à 6000 $. Puis là, après ça, ils font déjà... T'en as qui vont faire la réflexion. « Ah, phew, je m'attendais à 20 000. » Là, tu fais comme « OK. » Puis t'en as d'autres qui vont dire « Wow, OK, 6 000. » Là, tu dis « On n'a pas besoin. » Mais ça, c'est le, mettons, si on fait tel protocole. Puis, mais pour faire de quoi de significatif, attendez-vous avec les visites et prises de sang au moins 1500 sur 4 mois. Là, ils vont dire, on va commencer avec lui, puis on va y penser. Puis des fois, ils vont changer. Là, ils vont dire, ben regarde, on y a pensé, on va faire le plan B. Ils ont commencé le plan C, on y va au plan B. Oui, ils ont essayé le plan A, ça n'a pas marché, on tombe au plan C. Tu sais, le client va tout le temps changer d'idée. Puis le client qui ne voulait rien faire, ça, c'est l'expression que je n'aime pas, mais il ne voulait rien faire. Oui, mais il est venu te voir, il a fait tel, tu sais, je veux dire, il faut... Mais il a fait un jugement éclairé après. Exact. Ben, d'aller chercher de l'info. D'aller chercher de l'opinion du spécialiste pour dire, OK, ben sachant tous ces éléments-là, maintenant, je prends ma décision de faire X, tu sais, puis ça se peut de ne pas poursuivre. Après ça, s'il ne veut pas, c'est de ses affaires, puis c'est correct. En autant que l'animal ne souffre pas, en autant qu'on va lui donner des antidouleurs, on va lui donner ci, puis pensez-y. Mais ma phrase que j'ai tout le temps, le client change tout le temps d'idée. La pensée évolue, il se remet, il en parle à du monde. Fait que c'est pas rare qu'il va revenir, puis il va dire, finalement, j'y ai repensé. Fait que donne-y le temps de réfléchir des fois. Envoie-le à la maison, fais un suivi, donne-y ton extension, mettons, pour qu'il rappelle, qu'il laisse un message. Fait que tu sais au moins qu'il ne s'est pas senti rushé, il n'a pas senti que tu voulais y vendre des tests, il a senti que tu voulais t'en aller vers une direction, vers l'autre, puis c'était à lui à décider. Tu sais, c'est après ça. Souvent, c'est à l'urgence, des fois, que c'est difficile parce que c'est émotif, puis tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Là, tu es rushé, mais c'est par les circonstances. Par les circonstances, puis aussi, tu vas à la pêche. Tu sais, c'est normal que l'animal vomit. Bon. Ben, c'est une surprise. Il y a une surprise qui t'amène à l'urgence. Ça arrive le dimanche soir, tout est fermé, bien entendu. C'est ça. Moi, tu n'as pas le temps d'y aller parce que là, c'est dramatique. Souvent, l'animal, il va vraiment pas bien. Fait que non seulement il faut le stabiliser, puis le rendre mieux, mais en plus, il faut savoir la cause. Puis là, savoir la cause, tu n'as pas tout le temps tous les outils, tous les trucs pour le faire. Fait que tu y vas étape par étape, puis tu peux avoir fait 1000 piastres de test, puis pas savoir plus qu'est-ce qu'il y a, plus un autre 2000 de traitement de support qui est plus bon dans 2 jours, là, qui est tout à recommencer. Fait que tant que tu n'as pas trouvé, là, les billes s'accumulent, puis là, c'est là que le client, après qu'il ait fait les tests qu'il fallait, tu n'as rien trouvé ou que là, il dit, ben là, il m'a vendu plein de tests, puis il n'est pas capable de me dire qu'est-ce qu'il y a. Ben, pas trouver, c'est aussi trouver ce qu'il n'y a pas. On peut tout te dire qu'est-ce qu'il n'y a pas, par exemple. Oui, non, mais des fois, tu es content qu'on ne trouve pas de masse à l'échographie. C'est ça. C'est vrai. Il y en a qui vont être... il y a plein de façons de le voir. Fait que c'est pour ça que je dis, c'est... Quand tu as un client qui s'exprime en disant « il m'a vendu », c'est le temps au vétérinaire de reprendre la balle puis d'expliquer au client avant que ça dégénère. Puis c'est juste une perception, puis il ne faut pas laisser ça traîner parce que c'est pas bon pour la profession, puis c'est pas bon pour les autres. C'est fatigant si là, on est chanceux, là, les clients, ils jugent un peu moins les vétérinaires, mais tu sais, c'est quand même lourd, tu sais, déjà, tu essaies d'aider, tu fais qu'est-ce qu'on peut, puis en plus, ils te ramassent sur Internet, puis tout à cause de ça. Traite de voleurs, puis tu fais comme... de voleurs, tu fais comme... Puis surtout, tu as une liste d'attente, à peu près 5 heures d'attente, 10 heures d'attente à genre.
Ça se peut que ça te tente de dire, va-t'en ailleurs, là, on n'a pas besoin de toi. Là. Au final, il fait juste exprimer que je suis en désarroi, je comprends pas, puis je suis insatisfait parce que j'aimerais ça que ça soit plus facile, mais c'est compliqué, puis je vis toutes ces émotions-là. On m'a pas expliqué pourquoi, j'ai mal compris. Puis souvent, tu creuses, parce qu'on gère aussi des plaintes, ben tu creuses, puis là, tu vois que c'est le monsieur qui est venu, puis la madame qui comprend pas, puis ils se sont pas expliqués. Fait que là, tu y expliques, tu dis, OK, j'avais mal compris, il m'avait dit. C'est juste la communication, là, dans ces cas-là. Yep. Ça veut dire la quoi, majorité des plaintes. Je sais plus. Mais non, j'allais dire, tu sais, pour les tests, là, je pense que Hugues, tu avais une façon vraiment très à toi, parce que je ne l'ai jamais entendu ailleurs, là, d'expliquer comme c'est quoi les 2 raisons de faire un test, tu sais, pour établir un plan de traitement. Puis le pronostic, oui, ça, c'est quand on appelle le bilan d'extension. Oui, pour un cas de cancer, c'est juste qu'habituellement, là, on entend tout le temps les gens dire ben c'est pour trouver le diagnostic. Puis en onco, on voyait ça, c'est pas faux, là, mais on le voyait d'un autre côté. Fait que j'aimerais ça peut-être si tu as 2 petites que tu nous expliques ça. Oui. Je pense que ce que tu veux dire, c'est quand j'ai un chien, on a des étudiants, c'est ça, où il vient pour un cancer quelconque, mettons une tumeur de peau. Puis là, après ça, on demandait quel test à faire, comment on choisit nos tests. Bien, souvent, c'est qu'est-ce qu'on appelle le staging ou le bilan d'extension. Donc, il faut choisir le test en fonction de quelle information tu veux avoir. Puis les informations que tu veux avoir, c'est le plan de traitement, puis le pronostic. Donc, puis comme je disais, en onco, souvent, on passe du pronostic, puis on descend vers le plan de traitement. Fait que là, un exemple, tu as une tumeur localisée au niveau d'une articulation. Ben, tu veux savoir si c'est localisé ou généralisé ou c'est disséminé qu'on appelle. Fait que là, tu vas aller faire les tests. Si tu sais que tel cancer va au niveau des poumons, ben, tu vas commencer par faire le test de radiographie de poumon ou un scan ou peu importe. Si c'est une tumeur qui va aller plus au niveau de la rate, le foie, ben là, le prochain test, ça va être plus l'échographie de la rate et le foie. Si tu sais que c'est un cancer qui ne va jamais d'un poumon, ben, tu n'as pas besoin de faire des radiographies de poumon, à moins que tu aies d'autres indications. Là, après ça, une fois que après ça, tu as des analyses de nœuds lymphatiques, ça peut être des prises de sang. Mais une fois que tu as toute l'information à savoir où est-ce qu'il y a le cancer, est-ce qu'il est localisé ou est-ce qu'il y en a ailleurs, là, tu peux donner un pronostic parce qu'il est localisé, puis tu peux donner un plan de traitement qui donne à chacun un pronostic. Fait que si c'est l'amputation d'un membre, si c'est le retrait de la masse, si c'est enlever la masse et le nœud lymphatique, plus ou moins chimio, ben avec l'information que tu as eue avec ces tests-là, tu peux mieux guider. Tu vas dire, ben, si c'est déjà dans les poumons, ça vaut peut-être moins la peine d'amputer. S'il y en a dans la rate, puis qu'il n'y en a pas dans le foie, ben, ça vaut peut-être plus la peine d'enlever la rate. Fait que les tests doivent te mener à une décision clinique, mais aussi de pronostic. Souvent, on va voir ça, on a bien de la technologie, puis là, on va dire, on va aller faire un scan, puis ça m'est arrivé une fois, là, parce qu'après ça, tu t'en souviens, de dire un scan, c'est meilleur que des radiographies, fait qu'on va aller en scan, on ne fera pas de radiographie. Mais là, tu fais un scan à 1200$, puis là, tu vas te faire une radio, puis là, il y avait des masses dans les poumons. Fait que là, c'est comme, avoir su, j'avais fait une radio avant. Fait qu'il y a une façon de voir que dire, tu fais plein de tests avant, fait que ça coûte cher, t'es mieux de faire le meilleur test en premier. Puis il y a d'autres façons de dire, ben par élimination, encore une fois, si les radiographies n'ont rien démontré, tu peux aller au next step. Mais encore là, des fois, tu n'as pas le choix pour des raisons budgétaires ou de temps ou de c'est vraiment choisir. Pour ça, c'est pour aider le client à choisir qu'est-ce qu'il veut faire, dans un sens, parce que comme tu dis, s'il y a une masse sur la patte, puis qu'on propose des radiographies, c'est juste que tu serais bien déçu en tant que propriétaire d'animal si on allait faire la chirurgie, puis qu'on n'avait pas regardé, puis son cancer est partout dans ses poumons. Est-ce que tu aurais vraiment dépensé 2000 $ pour la chirurgie quand c'est plus le bon traitement à faire? T'sais? Donc, ces tests-là servent à dire, ben voici ce qu'on fait. Décisions. Oui, c'est ça. Ça aide les gens à guider tout le reste. Ça prend... on se sert beaucoup de ces tests-là, des fois aussi, pour prendre la décision, parce que quand on disait, mettons, si la décision est drastique, comme exemple, aller faire un traitement dispendieux comme une chirurgie ou la radiothérapie, bien, souvent, ces tests-là vont guider le client à mieux réfléchir, parce que pendant qu'il est avec toi, tu as donné 4 options avec différents budgets ou plans. Là, le client, il n'est pas plus avancé. Là, il est juste basé sur l'aspect économique, mais il n'y a pas tant d'outils objectifs. En ayant fait des radiographies la journée même,
va lui permettre au moins d'avoir éliminé le fait qu'il y en a dans les poumons. Ouais. Parce que c'est plate d'aller à la maison et de dire, ouais, ça va dépendre des radiographies des poumons, mais là, il faut qu'ils reviennent faire la radiographie des poumons avant de se rasseoir à la maison et y penser. Fait que des fois, il y a des trucs, des fois, que je vais leur dire, puis c'est pas une pression, il y a une façon de le dire, de dire, écoutez, pendant que vous êtes ici, ça aiderait d'avoir une aspiration à l'aiguille fine, parce que ça changerait tout. Fait que des fois, ça va me sauver du temps, ça va vous sauver du temps, ça va vous aider dans votre décision, au lieu de se revoir dans 2 semaines, puis qu'on retarde la décision qui, des fois, est importante de prendre rapidement. Là. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais ça n'existe pas le cancer. C'est Non, comme les cancers. Fait que quand on parle d'aspiration à l'aiguille fine, là, c'est d'avoir des petites cellules dans la masse pour savoir c'est quoi ce cancer-là. Parce que les cancers, il y en a. Puis il se guérit-tu avec une chirurgie ou même si tu l'enlèves, parce que ça, c'est le concept des métastases, c'est pas parce que tu as enlevé la tumeur primaire, la patte ou la rate, que ça va pas revenir dans les poumons dans 6 mois, ou dans 2 mois, ou dans 1 an. Fait que le concept de dire, ouais, mais tu m'as dit que la radiographie était belle, elle est belle maintenant, aujourd'hui, mais dans 6 mois, il va falloir qu'on recheck. Oui, c'est vrai que faut voir le portrait long terme parce qu'il faut se revoir là, en oncologie. On va revoir les patients souvent à travers l'évolution de la maladie parce que c'est à prévoir. C'est souvent pas une maladie qui se guérit et qu'on n'entend plus jamais parler. Là. Non, il y a des suivis. Puis des fois, ça fait des beaux suivis. Quand ça fait 1 an, 1 an et demi, puis là, tu fais des radios, tout est beau. Tu fais une échographie, tout est beau. Tu regardes la prise de sang, tout est beau. Écoute, les clients sont... Wow. Ils ont hâte là, de rentrer à la maison et de dire ça à tout le monde. On a une relation privilégiée aussi avec eux. J'ai l'impression qu'en médecine générale, en clinique de quartier, on les voit comme une fois par année, puis s'ils ont une otite, on les voit une 2e fois. Mais en onco, on les voit comme aux 2-3 semaines. Puis on développe quand même une belle relation là, avec les clients, mais aussi avec les animaux. Là. Moi, j'ai pleuré vraiment trop souvent versus comme le décès ou l'euthanasie de certains de mes patients. Mais c'est le fun de s'attacher. Oui. C'est banal, mais on est tous des passionnés d'animaux. Hein? C'est pour ça que tu choisis vétérinaire versus n'importe quel autre métier de la médecine. Pharmacien, c'est ça. Puis au final, c'est une des parties qu'on recherche, avoir un lien avec notre patient. Puis des fois, c'est difficile, genre en médecine générale, où est-ce que l'animal, à chaque fois qu'il vient, genre le chat qui vient, puis à chaque fois il n'est pas content, il n'est plus chez eux, il est fâché, il faut se battre avec pour faire juste son vaccin ou un examen de santé. C'est proche, à chaque fois qu'on le voit, il n'y a pas de fun, on n'a pas de fun, personne n'a de fun. Mais là, avec des patients qu'on voit aussi régulièrement... Ben, ils s'habituent. Laurence, vous êtes bons, vous êtes assez bons les deux en comportement, mais écoute, on le voit l'évolution. Là, entre la première visite du chien puis la 5e, la 4e, tu sais, je dis, c'est jour la nuit, tu sais, le chat agressif, à la fin, on le retourne dans nos bras, là, tu sais. Moi, j'ai encore un souvenir d'un chien qui, on le voyait vraiment fréquemment pour des injections, puis là, j'allais le porter à la réception, à son propriétaire, puis je disais, bye, bonne journée et tout, puis le chien revenait avec moi. Oh. C'était comme, non, je retourne voir la madame, mais elle donne vraiment beaucoup de biscuits, c'est ça. Puis, tu sais, c'est moi qui faisais ses prises de sang, ses cathéters et tout, mais tu sais, pendant tout le traitement, je donnais des treats, il y avait du fun, puis on s'attache, là, veut pas, à force de se voir, là, j'étais comme une amie de ce chien, donc, tu sais, c'est vraiment le fun, des fois, que quand le chien fait comme, oh! Ou, tu sais, Knuckles, pour le pas le nommer, je sais que après certaines visites, il réagissait à toutes les personnes rousses. Il s'est mis à avoir les dents roux, puis là, à faire comme « Oh mon Dieu, oh mon Dieu! » Puis là, après, c'était comme « Non, c'est pas Laurence. » C'est donc bien drôle! C'est bon. Wow! Eh bien, super, super intéressant. Merci, Merci beaucoup, beaucoup d'avoir apporté ce sujet-là qui est pas nécessairement tabou, mais un sujet sensible, un sujet qui n'est pas abordé souvent, qui montre l'aspect humain derrière la médecine vétérinaire, qui n'est pas facile à gérer parce qu'il y a beaucoup d'art de communication, de savoir se mettre dans la peau des gens, être empathique, puis les aider à faire leurs décisions sans jugement. Fait que merci beaucoup pour ces bons exemples-là, Hugues. Très apprécié. Plaisir. Ben, bon succès, puis à bientôt. Ben oui, certainement. Si l'occasion se présente, on va très certainement te réinviter. J'espère que tout le monde vous avez apprécié cet épisode-là.
Et alors, on vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Merci.